Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Je suis très heureux de vous retrouver, une émission très singulière, très particulière, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs, organisé en mai 2021, début mai 2021. Oui, vous ne rêvez pas, alors si vraiment vous nous regardez en direct, bah oui, vous le constatez, nous sommes bien le 6 mai 2021. Et puis si vous ne regardez pas en direct, eh bien vous faites bien aussi, parce que c'est ça la puissance de cette émission, c'est que vous pouvez la regarder n'importe où, n'importe quand, et même n'importe comment, quelque part. Vous pouvez également nous regarder avec les oreilles, sur toutes les meilleures plateformes audio. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, ben, allez-y, parce que ça permet de vous replonger dans les à peu près 150 émissions que nous avons réalisées depuis 2010, depuis juin 2010. Des émissions coproduites, co-organisées grâce au talent conjugué de JD Carré, de Triple C et du Cube. Respirons, on est bien, tout va bien, vous pouvez participer, vous pouvez commenter évidemment, vous pouvez liker, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous sommes bien. Alors, je vous présente ou je ne vous présente pas, évidemment, mon acolyte Nils Aziosmanov. Bonjour Nils. Bonjour Eloi. Nils, aujourd'hui on a un sacré programme parce que nous allons parler de l'imagination. Nous allons nous demander à quoi sert l'imagination, à quoi ça sert de rêver, à quoi ça sert le récit, à quoi ça sert, et pourquoi. Pourquoi faire? Alors tout ça, moi j'aurais bien été incapable de tenir une heure avec vous seul, Nils. Enfin, je vous aurais laissé parler. Mais là, on a préféré inviter de sacrés invités, de sacrés intervenants. Je commence par vous, Sandrine Roudot. Vous êtes à distance, mais toujours bien présente malgré tout. Sandrine, vous avez une bio Twitter. C'est parfait parce que la bio Twitter, c'est ce qu'il y a de plus actuel, c'est ce qu'il y a de plus ramassé et c'est ce qu'il y a de plus assumé. Donc au moins, voilà, je vais direct et droit au but. Alors attention, j'espère que vous l'assumez encore. S'engager, s'accomplir, utopie, désobéir, autrice du livre ouvert Les Suspendus, du livre ouvert Utopie, mode d'emploi, du livre ouvert Les Déliés, hashtag SolarPunk, c'est un mot-clé que je remets dans la besace, on va peut-être le tricoter avec aussi, et éditrice aux éditions de La Mer Salée, et un autre hashtag NowFuture. Ça, c'est pour Sandrine Roudot. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bebdom, bonjour. Alors, vous êtes à la fois auteur de livres dessinés, illustrateur pour la presse magazine. On voit dans votre parcours, par exemple, que vous avez collaboré avec Métal Hurlant, vous avez fait de la bande dessinée, vous avez fait des carnets de voyage, et puis vous êtes allé un petit peu plus loin aussi. Vous vous questionnez beaucoup autour du numérique, du numérique et de ses liens avec l'humain, de la fragilité du numérique. Et puis, votre dernier ouvrage, c'est Mondial, enrichi d'un texte d'Alain Damasio, que je vous invite évidemment à aller voir. Yacine Haït Kassi, bonjour Yacine. Bonjour Eva, Nils. Alors Yacine, vous êtes artiste designer, vous êtes très impliqué notamment dans les objectifs de développement durable. Vous avez le pins qu'il faut adosser à votre veste et vous ne le lâchez plus, nous le savons. Et notamment à travers la fondation Helix que vous avez créée. Juste un mot sur Helix. Helix, comment va-t-il en ce moment? Helix va très bien, il a du pain sur la planche. Effectivement, juste un mot, c'est de dire c'est le premier ambassadeur virtuel digital, donc imaginaire, des Nations Unies en 2015. Il a du boulot, effectivement, vous faites bien de le dire. Ariel Kirou, bonjour Ariel. Bonjour. Ariel, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, essayiste. Votre truc, c'est la science-fiction notamment, et pas que. Et ça me permet de présenter Dans les imaginaires du futur, avec une volte-face d'Alain Damasio aux éditions ActuSF. Vous êtes directeur éditorial du laboratoire des solidarités de la Fondation Cognac G et membre du collectif de rédaction de la revue Multitude. Et puis également, c'est marqué là, mais je le dis, et parce qu'il faut quand même aussi encourager nos amis derrière leur écran à se plonger là-dedans. Vous êtes co-scénariste du documentaire Les Mondes de Philippe Cadic. Je ne sais pas si nous allons aborder spécifiquement Philippe Cadic, nous verrons bien où le vent nous mènera. Nils Aziosmanov, je me tourne vers vous pour démarrer, et puis après, on verra où nous irons. Bonjour. L'imagination en question, l'imaginaire, à quoi ça sert? Merci beaucoup à vous quatre d'être avec nous pour en parler. Vous êtes quatre personnalités extrêmement inspirantes. Je pense qu'il nous aurait fallu une journée au moins de débat avec vous, mais on va essayer de tenir tout ça dans l'heure. Alors le monde est en crise, je ne vous apprends rien évidemment, crise au pluriel. Est-ce que c'est dû à notre démesure, l'hubris, ou bien au contraire, n'avons-nous pas été assez créatifs, prisonniers de nos récits, de nos croyances?
Comment redonner du souffle et du sens à nos récits communs? Comment ranimer la flamme de l'imaginaire? Mais d'ailleurs, est-elle bien en panne? Sandrine Roudot, on va démarrer avec vous, parce que vous êtes demandé il y a quelques années comment agir pour changer le monde dans une démarche au départ qui était, dites-vous, très rationnelle et qui vous a conduite à la fiction en fait. Car c'est finalement, dites-vous, l'outil qui vous a semblé le plus à même de transformer nos réalités. Comment concrètement avez-vous opéré ce passage du rationnel à la fiction? Et pourquoi? Alors, oui, merci. Effectivement, depuis, on va dire, depuis 2001, où j'étais frappée de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, j'ai tenté d'œuvrer pour un autre monde. Et pour œuvrer pour un autre monde, j'ai commencé à réfléchir à comment le changer. En tout cas, comment faire en sorte de surmonter nos freins au changement. Vous m'entendez bien? Pas formidablement Ça bien, saute un mais... petit peu. Il y a un mais, écho pour moi. pardon? Mais- il y a un écho pour moi, mais je ne sais pas si... Alors, il y a un écho chez Sandrine, mais on va quand même essayer. On va quand même essayer. Je continue Allez-y, plus continuez, tard. tout roule. Ouais. Et ce que je disais, oui, et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne changeait pas. Et donc je me suis plongée dans les neurosciences, la psychologie sociale, la sociologie, les grands mouvements de l'histoire, les grandes avancées, les grands droits humains, comment est-ce qu'ils avaient émergé. Et à un moment donné, j'ai compris en fait quels étaient les freins, on va dire, psychologiques et culturels. Et je me suis rendu compte que face à ces freins, les leviers qu'il fallait mettre en place, eh bien en fait, ils sont tous de l'ordre de l'utopie. Et c'est depuis l'utopie que je suis arrivée à l'imaginaire, en fait. Alors, je vais expliquer un petit peu. En fait, les freins on a évidemment la peur du futur qui nous empêche de changer. Et cette peur, évidemment, elle est utile pour qu'on soit vigilant. Alors, Euh, Sandrine, nous n'entendons pas absolument tout ce que vous dites. On en était surtout à la peur du futur. On est victime de la peur du futur, quelque part. Oui, ce que je disais, c'est que la peur, il y a un seul sentiment qui est plus puissant que la peur, c'est le désir. C'est le désir d'autre chose. Et donc là, on commence à voir qu'on a besoin d'imaginaire, qu'on a besoin de voir cet autre monde vers lequel aller. Et puis, il y a aussi le sentiment d'impuissance, qui est quelque chose de très fort qui nous empêche d'imaginer qu'autre chose est possible et qui nous amène à nous résigner. Et pour ça, on a besoin pour surmonter ce sentiment d'impuissance, on a besoin de confiance en nous. Et pour avoir confiance en nous, eh bien, il faut s'imaginer être des êtres voilà, qui ont de l'audace, qui peuvent créer d'autres choses. Sandrine, Oui. Sandrine, pardonnez-moi, on va peut-être couper la connexion, refaire comme on fait quand il y a un problème de visio, un problème de tuyau. Hein, ça reste du tuyau. Le futur, c'est aussi beaucoup de tuyaux. Mais on se retrouve et on n'a pas fini, on n'en a absolument pas fini. Nils, est-ce qu'on va avancer? On va continuer, puis on reviendra évidemment avec vous dès qu'on aura réglé le petit problème technique. Donc la fiction, dites-vous notamment, c'est ce qui permet de scénariser les possibles, de traverser les dogmes, les croyances limitantes. Et on en a un exemple, par exemple, très frappant actuellement avec la Red Team, hein, où des auteurs de science-fiction sont invités par le gouvernement à scénariser des dystopies pour trouver des réponses. Alors, vous me direz quand on aura récupéré Sandrine Roudot. Et en attendant, donc, on va dire quelques mots avec Yacine Aïkassi. Alors, vous êtes artiste et designer. Vous avez créé beaucoup d'installations d'environnement numérique. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez choisi très tôt ces nouvelles modalités de création? En fait, ça accompagne les artistes, ils accompagnent leur temps hein, et au changement de siècle, voire de millénaire, entre le 20e et le 21e, on est rentré dans une ère numérique et l'ère numérique a été explorée par les artistes avant d'inonder l'ensemble de la société. Et effectivement, ça nous paraissait à l'époque, lorsque je créais sous ce nom Electronic Shadow, donc depuis 2000, de réfléchir aux interactions entre la réalité et le digital, mais
plus fondamentalement entre la dimension réelle et la dimension fictive. Parce que véritablement, c'était une tendance, en tout cas de manière prospective, un élément qui allait, c'est pour ça qu'on s'appelait d'ailleurs Electronic Shadow, l'ombre électronique, de quelque chose qui allait innerver la société, et c'est totalement ce qui est arrivé, pour le meilleur et pour le pire, parce que dans le débat précédent, vous avez parlé de Quanon, on est aujourd'hui en capacité d'inventer des réalités alternatives qui réussissent à vraiment damer le pion à la réalité, à la science. On a les mêmes questions qui se sont posées sur les enjeux climatiques, on va certainement en parler, avec une narration construite et organisée pour éviter le changement, et c'est ce dont parlait Sandrine. On a vécu la même chose pour l'industrie du tabac, par rapport au cancer, etc. Donc il y a effectivement dans cette nouvelle ère numérique à la fois les fondements d'une transition, d'une transformation, d'une ambition également d'une autre société. Mais en revanche, pour moi, on n'est pas dans une période de crise conjoncturelle, c'est-à-dire que le monde est par définition en crise permanente. On est toujours dans la crise de son époque et on est toujours dans le changement, on est toujours dans la transformation, même si ça peut se faire à des échelles de temps différentes, mais c'est quelque chose qui appartient vraiment à notre façon d'exister, de traverser l'existence entre la naissance et la disparition vers autre chose. On est dans cette transformation permanente. Et donc voilà, c'était des choix de départ. On poursuivra tout à l'heure, après Electronic Shadow, comment vous êtes arrivé à d'autres projets comme Helix, et toujours dans cette idée de peut-être un petit peu fictionnariser le réel, si l'expression vous convient. Et pour revenir avec Sandrine Roudot, donc on était parti de cette idée déjà de la fiction qui est performative, c'est-à-dire qu'elle permet de transcender effectivement des dogmes et des croyances, et du coup derrière d'agir. Et alors vous dites... Lorsqu'on ne sait pas comment changer les choses, on change les mots et on continue comme avant. Enfin, c'est pas exactement vos mots, mais c'est l'idée. Et on continue comme avant. Par exemple, on dit la croissance verte, on dit l'agriculture éco-intensive, on dit le Green New Deal, etc. Et ça, c'est une chose que vous avez pointée, qui est que effectivement, peut-être créer du nouveau récit, c'est déjà redonner du sens aux mots. Alors, on se tourne vers la technique. On se tourne forcément toujours vers la technique qui parfois n'y peut rien si c'est le tuyau. La technique fait ce qu'elle peut. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu, Sandrine, juste pour voir si... Oui, ça va, Sandrine. Très bien, bon, alors j'y vais. Oui, cette histoire, en fait, de mots, ce qui est important, c'est qu'on a besoin, en fait, de se projeter vers un autre monde. Et ce qu'on fait souvent, et c'est pour ça que j'ai pointé les mots, c'est que finalement, on reste sur le récit d'aujourd'hui. Juste, on essaie de l'amender un peu. Donc, on va lui mettre un petit peu... Donc, la croissance reste, simplement, elle est verte. Et en fait, ça, c'est pas de l'imagination. Pour moi, tout ça, c'est... en tout cas, c'est pas de la... C'est du conservatisme, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai parlé d'utopie. C'est que là, on est vraiment sur une forme radicale de progrès et de vision d'un autre monde. Et c'est vrai qu'on a besoin pour cela d'avoir aussi de nouveau... se mettre d'accord sur les mots qui font sens dans ce nouveau monde et de construire ensemble en fait quelque chose qui soit vraiment nouveau, parce que en fait tous les vieux mots, on va dire, nous scotchent sur le présent, et l'imaginaire, c'est exactement ça, c'est essayer de nous décoller du présent. Et c'est là où c'est puissant, c'est qu'en fait dès lors qu'on est sur l'imaginaire, on s'autorise on s'autorise à lâcher nos censures, on s'autorise à lâcher a priori la rationalité. Et surtout, ce qu'on est en train de lâcher, c'est toutes les croyances qui nous scotchent au présent, qui nous empêchent d'imaginer qu'autre chose est possible. Oui, parce que c'est là où l'imaginaire est intéressant. Oui, parce que le constat que vous faites, c'est de dire que les récits d'aujourd'hui sont résignés, on subit le présent, voire on est dans des récits uniquement dystopiques. Vous dites, si nos évidences d'aujourd'hui étaient nos utopies d'hier, les évidences de nos enfants demain seront celles de nos utopies aujourd'hui. Donc la question, c'est bien de réactiver, de réanimer les utopies. Alors comment on fait ? Oui.
Alors, il y a deux choses là-dedans. C'est vrai que, enfin, c'est une évidence, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui nous paraît évident aujourd'hui, que ce soit le vote des femmes, que ce soit la fin de l'esclavage, enfin, que ce soit le fait qu'un avion vole dans le ciel, ça nous paraît évident, mais au moment où c'est imaginé, où c'est défendu par des gens, ce sont des utopies. Donc il faut bien avoir à l'esprit que l'utopie, c'est pas du tout quelque chose d'irréalisable, c'est simplement quelque chose d'irréalisé à un instant T. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième, et pourquoi ça marche? Parce qu'un utopiste, c'est quelqu'un qui est radical, c'est-à-dire qu'il imagine ce que devrait être demain. Il part pas d'aujourd'hui voilà, pour l'amender. Il part de demain. Donc ça, ce truc-là, cette forme de radicalité, elle nous rend créatifs. Parce que pour imaginer quelque chose de fondamentalement différent, on est obligé fondamentalement d'abandonner nos modes de pensée habituels. Et la deuxième chose que vous avez soulevée, c'est le fait que l'utopie, effectivement, c'est positif. Et après vient la question de quel type d'imaginaire on nous projette. Et moi, c'est ce qui m'inquiète depuis quelque temps, c'est que les seuls imaginaires qu'on nous projette, ils sont toujours dystopiques, numériques, sous surveillance. L'être humain est victimisé. Donc à un moment donné, si on ne se voit pas tels des héros ou tels des gens audacieux qui peuvent imaginer autre chose, et dans un monde qui ne soit pas forcément sous surveillance, et dans un monde qui soit certes frugal, mais néanmoins apaisant, joyeux, créatif, etc., ben forcément, on n'a pas trop envie d'y aller, quoi. Donc ça, c'est le truc qui me soucie. C'est pour ça que dans ma bio Twitter, j'ai mis Now Future pour en fait mettre face à nos futurs, qui est la tendance qu'on a depuis des années, en tout cas en grande majorité. Alors, il y a un mot que vous avez utilisé qui est le mot radicalité, et c'est un mot qui est revenu souvent dans ce festival par des bouches très différentes. Hein. On a eu, par exemple, des jardiniers, des gens vraiment qui venaient de tous les horizons et ce mot est revenu très souvent. La radicalité, effectivement, dans le changement, aussi parce qu'il y a une accélération, qu'il n'y a plus le temps, enfin, il y a plein de raisons à ça. Et donc cette radicalité, nous on la retrouve aussi dans la poésie de Bebdeum. Alors Bebdeum, le Cube est vraiment vous remercie tous les jours parce qu'on a la chance d'avoir des œuvres de vous, des grands visages très poétiques qui sont sur les façades du Cube. On reviendra tout à l'heure sur ces personnages, ces étranges créatures. Mais peut-être rapidement, vous avez démarré votre carrière dans la bande dessinée, notamment au sein de Métal Hurlant, je crois qu'Éloi l'a rappelé tout à l'heure. Et vous me disiez que lors d'une résidence de création au Japon, il s'est passé quelque chose qui a changé un peu votre parcours de créateur. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette résidence Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert un autre monde, en fait. Je suis sorti de l'atelier où j'étais reclus depuis presque 20 ans à faire mes bandes dessinées, notamment pour Métal Hurlant, donc. Et j'ai découvert un autre monde, et puis j'ai découvert le numérique aussi, en fait. Et le monde des mangas, non aussi, il y avait cette esthétique-là, ou ça c'était Pas déjà... trop. Enfin, j'ai fait une résidence parce que j'étais invité par l'éditeur pour lequel je travaillais. Je faisais un manga, en fait. Et après, je suis parti à Kyoto 4 mois à la Villa Kujoyama. Mais c'est plus de changer, de sortir de chez moi, en fait, qui m'a... Je serais tombé en Afrique, ça aurait été le même choc, enfin un autre choc, mais esthétique. Mais c'était radical, donc. C'était radical. Voilà. Et ça s'est passé en même temps que ma découverte du numérique, en fait. Oui, c'est ça. Il y a eu une double rencontre qui s'est passée, à la fois dans votre pratique d'artiste et à la fois dans une culture, donc un double choc, quoi. Si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible, mais je me tourne vers la technique pour savoir si on peut avoir des visuels de Bebdeum. On peut peut-être montrer le livre. Alors on peut déjà montrer effectivement ce livre absolument magnifique avec un texte de Alain Damasio. Le livre s'appelle Mondial avec beaucoup d'œuvres de Bebdeum dedans. Les impressions nouvelles, aux impressions nouvelles. Je le recommande vivement, c'est un très très bel ouvrage.
avec, alors ça va être difficile à montrer, mais normalement on a des fichiers numériques qu'on doit pouvoir, voilà, ça arrive. Merci Donc peut-être Jonathan en régie. si vous pouvez commenter, parce que là on va voir un petit peu les 3 phases justement, une première phase où c'est plus des couvertures de magazines, etc. Là, oui, c'est plus mon travail d'illustrateur, en fait. Là, c'est des couvertures, en fait, que j'ai démarrées dans les années 90, au moment où je me suis mis au numérique. Et en fait, on m'a commandé souvent des images qui tournaient autour du numérique, dont je suis devenu un spécialiste de l'écran, des têtes connectées, enfin, un tas de choses comme ça. Et du coup, je me suis intéressé à ces univers virtuels, à l'Internet, à ces mondes virtuels. Et ça m'a donné l'envie aussi de partir sur ces nouveaux horizons, en fait, pour moi, qui étaient très, très neufs, et dans lesquels j'avais jamais gravité, en fait. Et alors là, justement, on a vu une image qui s'était affichée et on arrive donc sur le début de toute la série mondiale, si je puis dire. Hein. Oui. Quelques mots pour expliquer un peu la démarche. En fait, c'est un peu un projet de vie. Hein. J'ai passé presque 15 ans dessus. C'est l'aboutissement, en fait, de mon travail aussi d'illustrateur, de bande dessinée. Et l'idée, c'est de parler du métissage, en fait. Enfin, avant tout, du mien, de mon métissage, puisque moi, j'ai toujours été en quête de me métisser au monde, en fait, de m'intégrer au monde. Et donc, j'ai voulu parler de ça comme un postulat, en fait, et puis de pousser le métissage, de le mettre dans cette globalisation outrancière dans laquelle on vit, et que ce corps métis soit attrapé par la globalisation et devienne lui-même un produit marchand, en fait. Alors ce livre, je cite, hein, « Venu du futur », qui parle de corps marchandise à l'ère du post-humain, et donc, je le répète, avec une collaboration, un texte de Alain Damasio. Pourquoi Alain Damasio? Comment ça s'est... Il s'est greffé, en fait... Il a reçu, c'est pas une histoire où il avait reçu il avait vu au visuel une histoire comme ça, non? Non, ça c'est c'est son fantasme, mais bon, en fait, il l'a raconté comme ça, mais en fait, avec l'éditeur, j'avais trouvé l'éditeur, et puis on a pensé qu'il fallait y ajouter des petits textes, et donc on a pensé à lui, il a marché tout de suite. Et donc il s'est greffé pratiquement 2 mois avant la parution du livre, et puis il a sorti beaucoup de slogans, en fait. Et puis il a amené le livre un peu plus loin, il a augmenté, en fait, et d'une certaine manière, pour parler plus de transhumanisme et du clonage particulièrement. Alors, je me tourne vers Ariel Quiro, parce que je crois que vous connaissez bien aussi Alain Damasio, il me semble. Oui, puisqu'il a fait une volte-face dans les imaginaires du futur. Voilà. Et d'ailleurs, avec Alain Damasio, on se connaît depuis assez longtemps, et il m'avait invité donc, à la Biennale donc, de Saint-Étienne. La thématique était sur le travail. Et on avait fait ensemble, avec Catherine Dufour, Norbert Merjanian, une série de performances autour du revenu universel, autour de la mise en cage, de la disparition de l'emploi, de la croissance. Je sais, ça correspond d'ailleurs assez bien à ce que disait tout à l'heure Sandrine, c'est-à-dire ces mots dont on croit qu'ils sont éternels. Il suffit de regarder les tas de livres de science-fiction, des tas d'histoires pour se rendre compte qu'il y a 1000 façons de faire autrement qu'avec la notion d'emploi ou la notion de croissance. Voilà. Et donc, il nous avait invités, on avait fait on va dire une belle performance. Et tout naturellement, ben voilà, on s'apprécie mutuellement, et donc il a fait cette volte-face qui est en plein milieu du livre, entre le chapitre sur les imaginaires de l'espace et celui Gaïa 4.0 sur les utopies et les dystopies, et la manière de dépasser cette opposition de l'utopie et de la dystopie. Alors, ciseler les mots, ça c'est quelque chose, je sais que vous aimez ça, et vous partagiez cet amour-là avec... cet amour des mots avec Bernard Stiegler. Je me rappelle notamment de emploi et travail et toutes les significations qu'il y avait derrière ces mots-là. Et donc Bernard Stiegler, que vous connaissiez bien et qu'on a eu le grand plaisir d'accueillir à plusieurs reprises ici, disait que les images des premiers pas sur la Lune avaient changé notre représentation du monde, notre rapport au monde. Il y a réellement eu un avant et un après les cosmonautes sur la Lune. Et vous pointez Hiroshima comme marqueur d'une bascule dans l'imaginaire collectif. Pourquoi Hiroshima ?
Alors, il y a plusieurs moments en fait. Alors, Hiroshima, parce que tout simplement, c'est le moment où on s'est rendu compte que l'humain pouvait totalement détruire le monde. Il y a des mythes qui sont des mythes essentiels de l'humanité depuis très longtemps, qui ont le plus souvent été, en tout cas pendant très longtemps, des mythes appartenant au monde de la religion. Celui de la création du monde, l'Arche de Noé, Adam et Ève, et celui de la destruction du monde, qui évidemment est son pendant, puisqu'il y a un apocalypse. Et en fait, ce qui s'est passé, je mets une autre date qui est celle de 1818. Et en plus, comme ça concerne une femme, je trouve ça assez formidable, puisque c'est le livre de Mary Shelley, Frankenstein, qui est à mon avis un moment assez clé là aussi, puisque effectivement, elle met en scène finalement cette hubris de l'homme qui se croit capable, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai, en tout cas, de créer la vie et aussi de détruire, parce qu'il y a une histoire de destruction derrière Frankenstein. Donc pour moi, il y a cette date de 1818, il y a cette date d'Hiroshima, parce que ça a sauté à la face du monde, qu'on pouvait détruire le monde. Et depuis, effectivement, on a découvert l'Anthropocène, le réchauffement climatique. On se rend compte que cette destruction-là, elle est complètement inhérente à ce qu'on a construit avec cette modernité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais ce qui veut dire en tout cas qu'il est absolument indispensable, comme le disait Sandrine, de revoir toutes les valeurs, tout ce qui a construit ce moment-là, si l'on veut changer de moment. Donc on a besoin d'horizons nouveaux, c'est essentiel. Et là, la science-fiction, les récits peuvent nous permettre de définir de nouveaux horizons pour nous permettre ensuite de prendre des chemins. Les deux sont en dialectique l'un avec l'autre, le chemin et l'horizon. Ils se nourrissent l'un l'autre, mais on a besoin de prendre des chemins qui ne soient pas balisés et on a besoin de définir des horizons qui ne soient pas la même chose éternellement. J'ai cité l'emploi et la croissance parce que tout le monde comprend. Je veux dire, à un moment donné, effectivement, c'est ce qu'on disait avec Bernard Stiegler, retrouver plutôt le sens du faire. Le faire qui enrichit, qui nous enrichit nous, qui enrichit notre environnement humain et qui enrichit notre environnement naturel, les êtres et les choses. Donc c'est plutôt que de faire une plantation ou une usine qui est dissociée de son milieu, comment est-ce qu'on peut construire et faire en accord, en phase avec ce milieu-là. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose, c'est un horizon qui demande un chemin qui n'est pas si simple que ça. Et effectivement, les récits, la science-fiction peut nous permettre tout simplement d'abord de comprendre qu'il y a des alternatives, de comprendre que d'une façon sensible et pas simplement raisonnée, qu'on n'est pas condamné à ce qu'on entend à la radio sans cesse. Et une fois qu'on a compris ça, on peut essayer de construire des voies et d'interagir avec des gens qui font dans le monde de la solidarité, en permaculture, dans des tas de territoires. Et les récits, au fond, peuvent accompagner ce mouvement-là et leur donner une dimension collective. C'est le moment juste d'appuyer sur le bouton pause, mais pause pas pour les oreilles et pas pour le regard non plus, et ni pour le brain. Donc en fait, on ne fait pas pause. On se plonge juste dans une petite résonance très courte. Une résonance, c'est quoi? C'est un court extrait d'une précédente émission. Là, je vous propose un court extrait d'une émission avec Claire Nouvian. Forcément, on va parler de catastrophe aussi, mais justement, le récit, je pense qu'on peut rebondir derrière avec l'imaginaire pour faire face à la catastrophe. Oui, je pense que même c'est le combat du millénaire en réalité. Vous voyez, en fait, ce à quoi sert le GIEC, au-delà évidemment de la qualité de sa production scientifique, c'est d'être là pour nous donner l'alerte. Et là, l'alerte, elle est passée de rouge à flamboyante, en flamme, à... On crée des couleurs. Voilà, enfin, et on ne sait plus. Alors, d'ailleurs, je pense que les climatologues sont désespérés parce qu'ils se disent, mais quelle est la bonne façon de s'adresser aux humains pour qu'ils croient à la catastrophe en cours, qui de catastrophe va devenir apocalypse. Et je pense que quand on arrive à finalement avoir une culture scientifique suffisamment solide et large pour mettre bout à bout l'ensemble des indicateurs qui sont désespérants, que ce soit la perte de biodiversité, la dégradation des habitats naturels, la surpêche et la destruction de l'océan, les conséquences sociales de tout ça, et évidemment le climat, la pollution, etc. En fait, quand on met tout ça bout à bout, on se dit, bon, maintenant, on y va. La seule question, c'est l'action. Comment peut-on agir ? Et là, ça devient une conversation purement politique. Je ne sais pas si on y va directement, je suis ravie, mais je pense que la question n'est que politique. On peut dire, oui, on doit changer nos modes d'alimentation, on doit changer nos modes de transport, notre mobilité est à revoir.
notre rapport au monde naturel, nos valeurs sont à corriger, à revoir entièrement. L'individualisme nous a menés dans le mur, est en train de nous mener dans un mur violent et collectivement. On a tout à revoir à l'échelle donc individuelle et collective dans toute notre sphère d'action qui est celle de vous, moi, etc. Mais il n'empêche que même si on se limitait tous en tant que citoyens, on n'arriverait pas à corriger le tir des politiques publiques qui ont la puissance de nous écraser. Et c'était il y a 3 ans avec Claire Nouvian, 3 ans, quel chemin? Et justement, il s'est passé un truc un peu après, 2 ans après, je crois, avec Claire Nouvian, qui était invitée sur un plateau de BFM TV, je crois. C'était 1 an après, oui. 1 an après, et qui est tombé dans un véritable traquenard climato-sceptique. Et on a vu la puissance du récit s'exercer. C'est-à-dire avec vraiment, réellement en face d'elle des gens qui étaient dans un récit hyper climato-sceptique, où elle en a presque perdu ses arguments tellement c'était énorme. Et le soir, elle était tellement en colère qu'elle a fait une petite vidéo, elle s'est prise en selfie, elle a fait une petite vidéo sur YouTube en disant « mais c'est quoi ce truc ?» Elle a fait plus d'1 million de vues dans les 24 heures. Et ça montre vraiment la puissance effectivement du récit et comment le récit peut être performatif quand il touche des choses justes. Alors, je pense que Yacine, vous avez des réactions évidemment à ce qu'a dit Claire et quand on parle du récit, et notamment à travers tout ce que vous avez fait avec Elix, ce petit bonhomme absolument charmant, je ne trouve pas le mot, qu'on voit se balader sur les réseaux sociaux en réalité augmentée et qui a fait un beau bout de chemin. D'ailleurs, vous allez nous raconter tout ça puisqu'il a créé plein de choses. Effectivement, alors, je vais en reparler, c'est vraiment le fond et la forme. Mais pour revenir en fait sur le sujet et la transition avec ce que dit Claire, évidemment que les solutions sont en partie politiques, mais on ne peut pas activer la politique s'il n'y a pas un changement culturel de la société. Sinon, en général, ça se passe assez mal. Hein. Quand on va plus vite que la société, ça peut générer des tensions. On est en train de les vivre de tous les côtés aujourd'hui. Et ce qui est en œuvre aujourd'hui, c'est effectivement un changement de culture. Or, les changements de culture prennent beaucoup plus longtemps que le changement climatique. C'est un petit peu la tension, l'urgence. Et pour revenir du coup à Elix, parce qu'Elix, je l'ai créé il y a 10 ans, pile poil, hein, je crois que c'est dans quelques jours, le jour anniversaire de la fois où je l'ai dessiné. C'est justement un agent de l'imaginaire, totalement, puisque c'est un dessin, c'est un personnage dessiné, mais qui n'est pas la représentation d'un être humain. C'est un dessin qui est un dessin. Les dessins, on en fait depuis qu'on est homme. On s'exprime par ce biais-là. D'ailleurs, vous avez parlé de petits bonhommes, c'est quelque chose qui lui revient assez souvent. On faisait déjà des petits bonhommes dans les grottes de Lascaux, et ce qui nous permet d'avoir un lien de filiation, de se dire, finalement, les hommes de Lascaux étaient aussi des hommes et pas des animaux. Donc il y a cette dimension qui est très très ancienne et qui parle à tout le monde. Et ce dessin, en fait, il est apparu justement dans cette deuxième phase du digital, donc à un moment de l'émergence des réseaux sociaux. Donc moi déjà, après 15 ans de création numérique, à un moment où justement ces ombres électroniques devenaient vraiment réelles. L'idée était de dire, puisque n'importe qui peut devenir quasiment un avatar, pourquoi pas un dessin ? Pourquoi pas un personnage qui justement pourrait s'adresser à n'importe qui, mais sur la planète, puisque justement un dessin parle à tout le monde. On l'a vu de façon extrêmement dramatique avec Charlie Hebdo, puisque encore une fois, un dessin, si on pense qu'il peut être compris par tout le monde, en fait non, il y a des barrières culturelles. Donc Elix, c'est un personnage sans barrière culturelle que j'ai décaractérisé, plutôt que de chercher à lui donner une identité fixe par rapport à une culture, à un genre, etc. Il n'a pas de genre, il n'a pas de culture, il ne parle pas, et pourtant il s'exprime, et c'est comme ça qu'il est devenu ambassadeur digital des Nations Unies, et qu'il y a 3 ans, on a créé la Fondation Elix autour de la promotion des objectifs de développement durable. Donc à la fois c'est un agent culturel et imaginaire, mais en même temps, je pense que l'enjeu qu'on traverse, c'est d'atteindre ces fameux objectifs de développement durable et de réduire considérablement nos émissions de carbone. Et cela ne peut pas se faire non plus sans un changement collectif de culture, d'imaginaire, une autre représentation de ce qu'est réussir sa vie, mais également une dimension où l'imaginaire devient un matériau.
c'est-à-dire de passer, le terme n'est pas de moi, mais de pouvoir basculer au maximum vers une économie de la connaissance et donc de l'immatériel et donc d'énergie, d'une répartition différente de notre capacité à utiliser de l'énergie et si possible renouvelable. Donc en fait, le fond et la forme sont en train de se croiser dans ces 10 ans qui nous séparent de cette date fatidique de 2030 du Club de Rome et du moment où tout peut basculer, dans notre capacité à justement utiliser l'imaginaire, pas seulement pour raconter comment ça peut être, mais pour en faire le matériau principal de notre économie et éviter justement cette catastrophe. Oui, en fait, on est exactement dedans, parce que Élix n'œuvre pas à la transition positive, il œuvre à la diffusion du récit des transitions positives. C'est bien la manière dont vous le formulez, quoi. Mais en fait, au-delà du récit, c'est ce que je pense. Aujourd'hui, les plus grandes compagnies de cette planète sont des compagnies qui gèrent de la donnée. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas immatériel parce qu'il y a des serveurs, il y a des ordinateurs, il y a des processeurs, mais l'équivalent de données qui est généré par ces serveurs, mais c'est incomparable. C'est-à-dire que si vous prenez le smartphone que vous avez dans votre poche ou sur la table et que vous le comparez avec l'ensemble des objets qui sont contenus dans ce smartphone ou qui étaient contenus il y a 20 ans, mais en fait on remplirait le plateau d'objets totalement inutiles et qui aujourd'hui sont dans des décharges. Donc la question et l'enjeu, c'est de continuer cette dématérialisation, c'est-à-dire de cette concentration qui a pris 30 ans, enfin, je veux dire, c'est une histoire qu'on est en train de vivre, de la poursuivre et de lui donner de la valeur. Et plus on va donner de la valeur à l'immatériel, et plus on va pouvoir se passer d'échanges sur des objets matériels qui polluent et dont le système justement économique, on a parlé de croissance et d'emploi, est conçu sur le fait de renouveler sans arrêt des objets qui ne sont pas forcément utiles ou qui ont une durée de vie limitée. Alors qu'en changeant le logiciel à la fois de l'utilisation de ces objets et surtout en dématérialisant ces objets qui peuvent être aussi des objets philosophiques, on peut non seulement rebasculer dans l'abondance, mais on peut aussi générer de la valeur et donc de l'économie et de nouveaux emplois. Et moi, j'aime à penser que le métier de nos enfants n'existe pas aujourd'hui, tout simplement parce qu'on n'a même pas encore les mots pour donner quand j'entends dystopie, moi, ça me fait penser à un cordonnier qui a reçu des semelles. Peut-être que le cordonnier sera un métier complètement différent dans 10 ans, dans 20 ans, mais qui aura un autre métier à côté qui sera par exemple coiffeur d'avatar. Et coiffeur d'avatar, c'est un métier qui va peut-être aller chercher dans des compétences des coiffeurs d'antan, mais il y a peut-être aussi toute une dimension digitale et un rapport à l'imaginaire pour aller vite, mais à des réalités virtuelles ou en tout cas alternatives, mais qui sont en prise avec le réel, qui peuvent développer. Enfin, là, on parlait d'utopie tout à l'heure. Pour moi, c'est vertigineux. Alors, Sandrine Roudot, justement, pose la question de remettre de la valeur dans le numérique. Vous dites, Sandrine, que la seule utopie aujourd'hui, on va dire, dont on nous abreuve tous les jours, c'est celle du numérique, l'intelligence artificielle, toutes les promesses qui vont autour. Et vous dites, OK, ça, on n'ira peut-être pas contre ce mouvement-là. Le coup est parti. De toute manière, tout le monde s'achète des smartphones. Mais on peut mettre de la valeur dans le numérique. Mettons l'IA au service de valeurs de frugalité, de partage, de solidarité, de responsabilité. En fait, c'est ça le récit qu'il faut amener aujourd'hui. Sandrine. Je suis un petit peu plus dure. En fait, moi, j'ai travaillé avec Philippe Biowix sur une mission low-tech. Et il y a un moment donné où je fais des conférences, en tout cas, j'en faisais beaucoup. Et j'ai commencé justement à en faire dans les milieux numériques. J'avais une conférence qui s'appelait High-Tech, Low Future. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même aussi se confronter au fait que le numérique, qui est effectivement le seul récit et la seule utopie qu'on nous bassine du matin, midi et soir, qui est en fait notre seule vision du futur, cette espèce de ligne qu'on tire depuis aujourd'hui, c'est-à-dire c'est 5G, puis 6G, puis 7G, puis 8G, enfin voilà quoi. On a l'impression qu'il n'y a qu'un seul scénario et c'est celui-là. Je dis pas qu'il ne doit pas exister, mais je dis que ça serait intéressant d'en avoir quand même un peu des alternatives aussi et de venir les questionner. Et de ne pas se satisfaire en fait d'avoir qu'un seul scénario d'avenir.
Et donc, il y a des enjeux écologiques dans le numérique qui sont extrêmement forts. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de dire, OK, mais est-ce que le transhumanisme, c'est pas quelque part une diversion? Aller sur Mars, c'est pareil, c'est un peu les seules utopies qu'on a encore aujourd'hui, en tout cas celles qui sont valorisées. Est-ce que ça, c'est pas une désertion, en fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de déserter la Terre d'un côté, en voulant aller sur Mars absolument, et est-ce qu'on ne veut pas déserter la condition humaine en imaginant comment on peut repousser la mort? Et ça nous évite aussi de nous poser des questions sur ce qu'on fait de nos vies. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est de le questionner, en fait. Alors Ariel Kirou, lui, il a résolu le problème d'une certaine manière parce qu'il dit non, en fait, c'est pas compliqué, il n'y a plus d'imaginaire du tout. L'imaginaire, il est bloqué, il est en panne, on est dans une triple sidération. Ariel. Oui, non, mais j'ai dit au contraire qu'on est plein d'imaginaire. Non. Oui, ce que j'explique effectivement, c'est qu'on vient de parler donc, du transhumanisme, de la démesure technologique, c'est une première sidération. Voilà, hein. Puisque la technologie va tout faire, on ne fait plus rien. Donc déjà, c'est totalement bloquant. Voilà, hein, c'est ce que fait la singularité avec son institut aux États-Unis. De toute façon, on va voir l'extinction, et dans tous les cas, seule la technologie va tout résoudre. D'ailleurs, j'avais vu une interview d'une femme ingénieure donc de chez SpaceX qui expliquait qu'aller sur Mars, c'était juste un problème d'ingénierie. L'humain, l'organisation des gens, l'écologie, tout ça avait disparu. La politique a disparu. Donc voilà, première sidération. Deuxième sidération, effectivement, d'une certaine manière, vis-à-vis de laquelle j'ai plus de sympathie, c'est la collapsologie. Moi, ce qui m'embête un peu dans la collapsologie, c'est quand j'entends Yves Cochet dire ça va venir en 2025 et qu'il explique ce que va être l'effondrement. Là, je pense qu'il y a un problème. C'est qu'il faut préserver la pluralité des futurs. C'est une chose de dire la probabilité que les choses aillent de moins en moins bien est forte, que ce soit par des pandémies, que ce soit par le réchauffement climatique, la 6e extinction. Ça, effectivement, on peut le dire et des tas de gens travaillent dessus. Mais après, de dire c'est ça qui va nous tomber dessus et à telle date, c'est une absurdité. Au contraire, on a besoin d'une pluralité de futurs. Et donc, quelque part, cette vision, cette façon de faire de la collapsologie, de l'effondrement, elle est bloquante. Et donc, l'un et l'autre, tout seuls, peuvent être bloquants. Et les deux ensemble, alors là, on se dit, mais je ne comprends pas. D'un côté, ils nous disent qu'il faut revenir en arrière, qu'il faut revenir aux limites de la Terre et de l'humain. Et de l'autre, on me dit, il n'y a plus de limites. Il y a des mesures totales. On part je ne sais où. Donc là, il y a effectivement une troisième sidération qui est assez terrifiante. Donc comment sortir de cette première, de cette deuxième, de cette troisième sidération? Et effectivement, en lisant des récits de science-fiction, on trouve... En lisant dans les imaginaires du futur. Oui, ça c'est... Voilà, mais bon, on trouve des tas de pistes, des tas de solutions. Je veux dire, on se rend compte d'ailleurs qu'il y a deux dimensions essentielles. Déjà, on voit bien qu'il faut sortir de l'économisme. Hein. L'économie comme l'alpha et l'oméga de toute chose, on voit où ça nous a mené. On voit effectivement que les enjeux sont culturels et politiques. Voilà. Hein. Kim Stanley Robinson, auteur de science-fiction, dans 2312, il met en scène une historienne du futur en 2312 et qui constate jusqu'à 2060 une période qu'elle appelle la grande indécision, qui est une catastrophe monumentale, avant qu'on commence à penser des technologies nativement de façon non pas, on va dire, univoque, c'est-à-dire comme une plantation ou une usine, comme quelque chose délié de son environnement, mais au contraire lié, intégrant complètement tout ce que cela constitue en amont et en aval de la technologie. Et au fond, une autrice comme Likam, ce qu'elle fait lorsqu'elle met en scène son IA psychologue dans Résolution, dans une île où tout le monde a fait disparaître son statut, après avoir expliqué dans son roman comment les IA d'aujourd'hui ont ont joué le jeu de l'effondrement, et là pour le coup un effondrement mental, hein, la logique du marketing totalement destructrice, qui effectivement portée par les IA a été surmultipliée. Eh bien, l'ICAM, elle nous explique, elle nous met en scène une IA qui potentiellement, parce qu'elle est prise en tant que telle, peut potentiellement enrichir les gens intellectuellement et spirituellement. Mais ça se travaille. Je veux dire, tant qu'on n'intégrera pas ça en amont, ce qui est un choix politique, parce qu'effectivement, on ne satisfera pas d'une logique de rentabilité, on n'y arrivera pas. Donc, alors, je pourrais continuer très longtemps par rapport à ces trois sidérations, hein, parce qu'effectivement, c'est un point qui est assez fort. Mais voilà, donc ne monopolisons pas la parole. Je ne sais pas quelle était la question après ces trois sidérations. C'était une très bonne réponse. Voilà, c'était une très bonne réponse. Donc voilà, donc en tout cas, la logique des limites, ce qui moi quand même m'importe là-dessus, il y a évidemment, on se rend compte aujourd'hui des limites de la Terre. Hein, on se rend compte.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des limites de l'humain? La notion de limite, elle est subjective. Bon. Pas Ça, c'est pour le la premier Terre, point. finalement. Voilà. Mais, effectivement, il faut considérer les limites. Donc, pour le coup, les transhumanistes qui disent qu'il n'y a pas de limite sont dans une sorte d'absurdité. En revanche, les limites, via la culture et la politique, on peut les déplacer. Il faut les considérer, plus qu'aujourd'hui, mais on peut les déplacer. Après, pour revenir sur Mars et pour finir par cet exemple-là, je crois que le problème fondamental, c'est de continuer à penser en termes de conquête et de colonisation. Pourquoi ne pas penser uniquement en termes de connaissance, en termes d'exploration? J'explore, et pourquoi ne pas considérer l'univers, ces 400 milliards d'étoiles, comme un potentiel d'un ailleurs, d'un autre radical qu'on pourrait éventuellement explorer, mais pas pour aller coloniser, pas pour exploiter et faire la même chose sur la Lune ou sur Mars, pas pour continuer dans la logique extractiviste comme veulent le faire Jeff Bezos et Elon Musk. Ça, c'est totalement absurde, c'est totalement inepte. Mais garder la vision des étoiles pour nos imaginaires, pour rêver et pour bien montrer qu'il existe d'autres voies possibles et avoir en tête, finalement, cette figure du migrant qui est l'ITI, entité terrestre ou entité extraterrestre, que j'aime appeler l'alterterrestre. L'alterterrestre, c'est joli ça. Oui, juste moi ce que je voulais dire, c'est que le récit, c'est aussi le récit à travers des images. Et je trouve que ce qui est très fort dans votre travail, Bebdeum, c'est que toutes ces images, tous ces visages côte à côte, c'est vraiment... pour moi, quelque chose qui a à voir avec l'altérité, avec la question de l'altérité. C'est-à-dire que quand on traverse toutes ces expressions, tous ces visages, on dépasse tout. Là, on est dans du radical aussi. On dépasse les cultures, on dépasse les genres, on dépasse tout. Et je trouve que c'est extrêmement... ça joue très fortement sur l'imaginaire, quoi. Donc, je ne sais pas quel retour vous avez eu. J'imagine que vous avez beaucoup sur cette œuvre depuis 10 ans, vous disiez en plus. Mais elle a vraiment une puissance d'évocation extrêmement forte sur cette radicalité qu'il faut aujourd'hui, à laquelle il faut accéder, de l'altérité, quoi. Voilà. Est-ce que vous retrouvez dans ces mots-là ou pas? Je ne sais pas trop quoi dire. En fait, ce livre, c'est mon expression de ma vision du monde, en fait, telle que je la ressens. C'est pas tellement intellectualisé. J'ai découvert après qu'on pouvait parler que j'avais peut-être parlé du transhumanisme, un peu sans le vouloir. C'est mon expression et rien de plus. Merci. Et oui, tu voulais pas faire une résonance? Non, je voulais proposer une petite résonance. D'accord. Et puis après, non, parce qu'après nous aurons une question vidéo pour Ariel Kirou. Et comme on sait que les réponses d'Ariel Kirou sont ciselées et Elles sont courtes et efficaces. Et courtes, efficaces et ciselées, je préfère me la garder après. Petite résonance qui peut nous donner de la joie aussi, parce que quelque part c'est une personnalité politique dans le champ politique qui parle aussi de l'imaginaire et qui parle de cette nécessité de changer les récits. Il s'agit de Nicolas Thierry, qui est venu nous voir dans un rendez-vous des futurs qui était spécial également, puisqu'il était réalisé à Bordeaux. Nicolas Thierry est vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Et vous allez voir, on se retrouve juste après. Le changement de récit, c'est-à-dire que si vous avez lu Harari, Sapiens ou Nancy Housson, vous disent que l'humain, sa particularité, et sa peut-être seule particularité par rapport aux autres espèces, c'est la capacité à se raconter des histoires et à y croire. Et effectivement, quand un groupe d'humains se met à croire à la même histoire, eh bien, il se met à en tout cas obéir aux mêmes lois et à collaborer de manière très efficace. Ça nous a permis de faire des trucs incroyable, les pyramides, aller sur la Lune, et on peut collaborer de manière très vaste. Mais ça nous oblige aussi, en tout cas ça nous a amené plutôt à faire des erreurs terribles en pensant par exemple que notre planche de salut c'était la croissance infinie dans un monde fini, que cette autre mythologie aussi, que la technologie nous sauvera. Et il y a besoin, pour changer le récit, il faut changer les imaginaires. Et ceux qui ont accès à la parole publique, il n'y a pas que, mais ils prennent une part très importante, c'est les responsables politiques. Ils ont accès au débat public. Et si vous n'avez pas des responsables politiques qui racontent une autre histoire dans les médias, dans le débat public, qui montrent qu'il y a un autre champ des possibles, les choses ne vont pas avancer. Et donc, on voit bien où je veux en venir. C'est que si ces jeunes-là, qui savent déjà très précisément le monde dans lequel ils veulent, en tout cas ce qu'ils ne veulent pas, s'ils ne sont pas là pour le porter dans le débat public, c'est un gâchis énorme. Et il n'y a pas d'autre solution que de s'engager.
Yacine Aïd Kaissi, je me tourne vers vous. Après cette résonance de Nicolas Thierry, vous, les politiques, vous en croisez très souvent, les jeunes, vous en croisez très souvent, les dirigeants, vous en croisez très souvent. Ils rêvent, tous ces gens, ou pas? Heureusement, bien sûr. Oui. Non seulement ils rêvent, mais ils ont aussi des enfants et ils font partie du monde qui les entoure, d'une société, enfin, il y a eu des phénomènes, des phénomènes culturels récents par rapport au sujet dont parlait Nicolas Thierry, mais ce soulèvement de la jeunesse et de cette figure qui est quasiment devenue un personnage de fiction de Greta Thunberg, c'est-à-dire elle est invitée au sommet international pour faire du Greta Thunberg et elle le fait très bien. Et ça fait partie un petit peu. Donc oui, évidemment, ils rêvent, mais il y a peut-être un déficit aujourd'hui, un déficit d'imaginaire. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on est plus dans une bataille culturelle que dans une bataille politique, parce qu'il ne faudrait pas non plus donner aux politiques plus de pouvoir et d'imagination qu'ils n'en ont vraiment. Si l'ensemble de la société leur demande quelque chose, ils le font. Enfin, il y a des arbitrages, mais grosso modo, ils suivent un mouvement. Et l'ensemble de la société, c'est également le monde des entreprises, le monde de la finance, qui a un rôle extrêmement important de régulateur du jeu mondial, sur quel levier est-ce qu'on appuie. Et c'est un mouvement de fond, heureusement, qui a lieu en ce moment, pas assez rapidement, mais qui a quand même lieu en ce moment. Et puis dans chacune de ces personnes, des dirigeants en fait, qui sont à la fois influents et influencés, il y a évidemment une possibilité d'avenir, il y a une possibilité de dialogue, mais pour ça, il faut... Alors, le mot radicalité, enfin, moi j'en ai un peu assez de ce mot, parce qu'on l'entend matin, midi et soir, et au final, tout le monde l'utilise. Ça sera bientôt la marque de quelque chose de pas du tout radical, et vous verrez une chaîne ou un truc. Mais il y a aussi une prise avec le réel, et justement ce que disait Sandrine, d'utopie non réalisée, mais possible, et qui ne soit pas nécessairement dans l'affrontement. Mais évidemment, enfin, je le répéterai sous tous les angles, et c'est ce qu'on fait aussi avec la Fondation, le front est un front culturel et imaginaire, et donc ce sont des agents culturels et imaginaires qui sont aussi en première ligne pour transformer notre imaginaire collectif. Une dernière question, Neil Sazusmanov. Alors si la radicalité a perdu son sens, effectivement, on n'est vraiment en panne d'imaginaire. Et alors, Ariel Kirou, vous dites que la société nous prépare mal à la question de l'imaginaire. Elle base l'éducation sur la raison, le rationnel, le quantitatif. Et Sandrine Roudot, vous ajoutez il faut apprendre à redevenir des enfants pleins de spontanéité, de confiance, des héros en puissance. Alors, comment on fait l'école des héros, pour reprendre une formule de Michael Stora? Je dirais l'école des anti-héros. Voilà, c'est-à-dire que l'anti-héros, c'est l'anti-héros de Philippe Cadic, par exemple, dans ses romans. C'est quelqu'un qui est banal, qui est dans le quotidien, qui peut réussir à faire preuve de bravoure, à se surprendre lui-même et à surprendre les autres, pas seul, avec les autres, en empathie. Donc déjà, c'est le premier point. Ensuite, oui, bien évidemment que l'école, malheureusement, ce qui est bien, c'est que quand elle fait bien son travail, elle nous apprend la raison, elle nous apprend à critiquer, elle nous apprend l'entendement, dirait Kant, donc à comprendre le monde et à essayer de le lire. Malheureusement, il y a dans le monde universitaire, même si ça change quand même, et donc à l'école, il y a une sorte de sous-évaluation de l'importance des imaginaires. S'il suffisait de la raison pour changer le monde, ça se saurait. S'il suffisait de bien penser, de bien réfléchir, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui un immense travail à faire pour montrer que les imaginaires, les œuvres de fiction, les nouvelles, les romans, les séries, les films, les jeux vidéo sont potentiellement porteurs, on va dire, de transformation du monde, de visions alternatives, parfois sans qu'on s'en rende compte, et qu'il faut les traiter en tant que tels. Et puis, c'est aussi, à mon sens, de notre rôle de créer des contre-fictions par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai qu'on devrait enseigner Philippe Cadic, Borges, Kafka, 2001 l'Odyssée de l'espace, à l'école, et apprendre à lire, en quelque sorte. Alors, et pourquoi aussi c'est très important? Parce que le monde de la publicité, du marketing, les transhumanistes, depuis très longtemps, utilisent la fiction, utilisent les imaginaires
pour nous vendre leurs produits ou pour nous vendre leurs discours, tout comme les hommes politiques. Donc, quelque part, de dire l'un des imaginaires, c'est pas important, c'est de dire on va donc subir les imaginaires des autres, en fait. Donc, il y a un enjeu, et c'est Baudrillard qui le disait, c'est réinventer notre réel comme fiction. Voilà, c'est un enjeu majeur, dès lors que la fiction est partout, que les imaginaires sont partout, et que c'est des imaginaires le plus souvent manipulatoires, il faut en quelque sorte relancer le bonneteau et transformer le Monopoly en partie de Marel. On doit lire effectivement à l'école tous ces gens-là et aussi tous ceux qu'on étudie les déjà. anciens, la et au final, philosophie. on n'a pas assez d'heures et c'est ça le problème. Bebdeoum, peut-être une réaction ou une réponse à la question de Niels Comment on redevient des enfants et comment on peut agir pour ça, pour qu'on retrouve la spontanéité et les imaginaires? Je sais pas, moi je suis resté dans ce monde-là, donc j'en suis jamais sorti. J'essaye d'en sortir depuis toujours, mais j'y suis toujours, je sais pas. Sandrine Roudot? Ouais. Moi, je pense qu'en fait, quand on est enfant, on a déjà tout. Et le problème, c'est qu'on désapprend, en fait, à la fois l'audace. Moi, pourquoi je suis allée aussi dans la fiction? Parce que je me suis rendu compte, parce que je suis quand même passée de l'essai à la fiction pour cette raison-là, hein, parce que je pense que c'est la meilleure façon de changer les choses, qu'on a besoin d'abreuver nos imaginaires de scénarios alternatifs, comme le disait Ariel tout à l'heure, et on a besoin de voir qu'on peut être tout, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a des scénarios apocalyptiques, etc., mais que la vie, le monde, c'est des inattendus. Et donc, en fait, ce qui est important aussi, c'est de voir à quel point un être humain est capable de plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la fiction. Quand on lit un roman, on se projette dans un personnage et on se rend compte à quel point on peut être tout. Et ça, on le sait quand on est enfant, c'est une réalité, on peut être tout, on peut changer beaucoup de choses. Et toute notre culture, toute notre éducation va faire en sorte de nous le désapprendre. Moi, je me souviens, il y a un dirigeant, quand je posais la question qu'est-ce que vous pensez des utopies au départ, il y en a un qui m'avait dit une fois, quand j'étais jeune, je me disais que c'était positif, et puis après, j'ai compris que c'était négatif. Donc, des années pour ouvrir, enfin, des années d'éducation pour déconstruire, en fait, ce que intuitivement nous savons au fond, c'est-à-dire que nous pouvons, en fait, faire plein de choses. Et ça, c'est un truc mais qui est fondamental. Et ce que je trouve intéressant dans l'imaginaire, ce que j'ai compris en faisant de la fiction, parce que je me disais, ok, c'est les utopies qui changent le monde, mais finalement, les utopies, en étymologie, c'est ce qui n'a pas de lieu. Et en fait, il y a un lieu de départ qui est l'imaginaire. C'est là où on les imagine. Et à un moment donné, il faut s'abreuver à ça. Et quand on se lance dans la fiction, et moi, ça a été un processus créatif incroyable, je me suis rendu compte que finalement, l'imaginaire se raccorde assez bien avec l'intuition. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, tout ce qu'on écrit, alors c'est plein d'idées, la complexité est une évidence, la clarté, enfin, tout devient clair, en fait. Et donc, finalement, l'imaginaire, c'est une façon, je crois, d'aller rechercher tout un tas de choses qu'on sait déjà, en fait, et qu'on a en nous, et simplement, on ne s'autorise pas à les raconter. La dernière chose que je voulais dire sur les nouveaux récits. Oui, une toute dernière chose, merci Sandrine. Je vous écoute, une toute dernière chose. Ouais, toute dernière chose que je voudrais dire sur les nouveaux récits, c'est qu'à un moment donné, on parle beaucoup de nouveaux récits, mais il faut en écrire, il faut en lire, il faut en faire. Il faut en éditer. Voilà, quoi. Merci Sandrine. Yacine, Aïd, Kaissi, comment on devient un enfant, quelque part? C'est assez facile en fait. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, Elix, je l'ai conçu là-dessus. Il y avait 3 points communs. Je me dis, il y a 3 points communs qui réunissent l'ensemble des êtres de la planète. D'abord, on a tous dessiné, ça je l'ai dit tout à l'heure, même les hommes préhistoriques. Ensuite, on a tous été des enfants et il y a un petit truc magique qui fait qu'on arrive à déclencher chez chacun son regard d'enfant et cette espèce d'émerveillement. L'émerveillement d'un enfant, c'est tout est nouveau. Quand je vois un coucher de soleil pour la première fois, ben, c'est nouveau. Quand je vois cette première fois qui fait qu'on finit par s'habituer à ceux sur lesquels on ne devrait jamais s'habituer. Et puis, il y a un 3e point commun qui est le sourire, qui est également un média et qui est également un message. Alors, Elix, sa posture, c'est un grand sourire et les mains ouvertes, donc c'est le contraire du point fermé. Et les mains ouvertes, il dit, ben, en fait, tu es mon frère. Hein. Il y a cette dimension inclusive. Donc, et souvent, on le rapproche à un travail pour les enfants, ce à quoi je dis oui, c'est un travail pour
les enfants en chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas spécifiquement pour les enfants de 6 à 11, c'est pour des enfants de 40, 50, 70, 80, 120 ans et plus avec les transhumanistes. Et donc, en fait, de garder ça, ce n'est pas si compliqué. C'est-à-dire qu'on peut être émerveillé. Moi, ce qui m'a mis le plus de temps sur le projet LIX, parce que j'ai parlé d'Electronic Shadow avant, on faisait des projets très sophistiqués, un peu sérieux et très, dans des lieux très prestigieux, etc. Et entre le moment où j'ai créé LIX et le moment où j'ai fait mon coming out, j'ai mis 3-4 ans de ce truc de on va pas me prendre au sérieux. D'ailleurs, ça manque pas, hein, tous les 2 jours on me dit c'est toi le petit bonhomme, etc. Et ben en fait je m'en fous complètement, c'est-à-dire, je l'assume complètement. C'est ce truc de petit bonhomme qui fait qu'on peut rentrer plus facilement à l'Assemblée nationale, aux Nations Unies, justement chez des gens qui ont gardé ce regard d'enfant et qui peuvent aussi le transmettre, qui peuvent aussi en discuter avec leurs enfants. Si tant est que le jour où j'ai écrit un livre de prospective pour raconter le monde qui vient, j'en ai fait un livre pour enfants. Parce que justement, en m'adressant aux enfants, je m'adressais également à leurs parents. Et les enfants aujourd'hui sont les plus grands prescripteurs sur les changements qui sont en train de subvenir, notamment environnementaux. Merci Yacine. J'ai une toute dernière question, et c'est une question que nous avons reçue en vidéo. Alors, est-ce qu'il va y avoir une première fois? Est-ce qu'il va y avoir une réponse courte d'Ariel Kirou? Nous allons voir. C'est un challenge. On a le droit de se fixer des challenges après tout. La question vidéo est posée par notre ami Nicolas qui nous livre régulièrement sa chronique Sans transition. Mais alors, sans transition, question à Ariel Kirou. On se retrouve juste après. Bonjour Ariel. Pendant ces 2 jours de festival, j'ai eu l'occasion de présenter 3 acteurs de la transition écologique et solidaire sur la région lyonnaise. À tous, je leur ai demandé quels ingrédients ils mettraient dans le récit imaginaire de leur futur souhaitable. Voici leurs réponses. Ce que je vois dans ce monde-là, c'est un monde où en fait on a réappris à s'intéresser au monde qui nous entoure. On apprend avec joie le nom des plantes et des arbres, où on sait ce qui est comestible ou pas, qu'on soit enfant ou adulte. Il y a des après-midi d'école qui se passent à observer et connaître la nature de nos villes et nos villages. Je vois un monde où en fait on n'est plus des étrangers dans la nature, mais on est un parmi les autres êtres vivants, pas dans le sens où on fait des câlins aux arbres, mais dans le sens où au moins quand on voit des végétaux, des animaux, on sait qui c'est en fait. C'est pas juste une chose, c'est telle espèce. C'est presque comme si on pouvait leur appeler par leur prénom en fait. Dans mon monde idéal, c'est vraiment de rapprocher les mangeurs des producteurs. Donc essayer un petit peu de faire, je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais de faire un peu exploser le système agro-industriel et agroalimentaire qui, on le voit de plus en plus, est quand même assez néfaste à la fois pour le milieu dans lequel on vit et pour nous en tant qu'êtres humains. L'ingrédient qu'on pourrait mettre dans un futur souhaitable, c'est celui de la reconquête de notre temps, reconsidérer son rapport aux usages numériques et d'être plus exigeant quelque part sur ceux que l'on choisit, qui nous sont utiles réellement. Ces échanges m'amènent à te poser une question sous forme de « et si ». Et si la science-fiction se mettait au service des associations, des politiques, des acteurs qui proposent des programmes de transformation de notre société pour incarner dans un récit les personnages qui vivent dans leur futur souhaitable? Alors voilà une sacrée question, Ariel, sacré défi que nous vous lançons, y répondre en très peu de temps. Et si c'était le thème d'une prochaine émission, juste avec vous, Ariel, allez-y. Ce qui se dégage de ce que moi j'entends, c'est ce que j'appelle une utopie terrestre et anarchiste. C'est-à-dire terrestre au sens de Gaïa, c'est-à-dire c'est de retrouver le sens de nos environnements en fait en accord avec eux, et anarchiste au sens de Kropotkin, le grand anarchiste qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Entraide en 1902, qui a été le mot l'entraide a d'ailleurs été traduit par Élisée Reclus. On retrouve la Commune de Paris, on retrouve beaucoup de perspectives. Au fond, ce que j'entends, moi personnellement, de manière très subjective, c'est cela, reconquérir son temps. Retrouver le lien entre celui qui fait, celui qui va consommer, ce qu'il fait, donc une logique de responsabilité, une logique de savoir, on est ce qu'on mange d'une certaine manière. C'est tout ce que j'entends là. Donc,
je dirais à Nicolas que je suis à 100% d'accord avec son idée de dire oui, c'est intéressant de relier ces voix des associations et ce qu'elles font, mais pas au service de, avec, ensemble. Surtout pas au service de, en fait, au contraire. Mais ce qui est très très important, et c'est ça la logique de l'utopie réaliste, on se projette, on crée des prototopistes et des prototypes du futur, et aussi on les expérimente potentiellement. Ça veut dire que l'utopie, on la situe, elle devient aussi un lieu, donc forcément il y a des choses qui se passent mal, il y a des bugs, donc il y a de la dystopie. L'un n'est pas le contraire de l'autre, mais il faut que l'horizon reste utopique par rapport à ses rêves, et bien comprendre qu'on a les moyens, si ce n'est nous, nos enfants, nos petits-enfants, de construire cela. Ça ne se passera pas toujours très bien, mais il faut y croire profondément, et la grande vertu des histoires qu'on peut tisser avec des associations, avec des jeunes, avec des gens dans les écoles, pourquoi pas aussi avec des adultes, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il faut toujours être un enfant, ça veut dire qu'il faut toujours être curieux. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui arrêtent d'être curieux, qui arrêtent d'apprendre au fur et à mesure du temps. Donc, quelque part, là, il y a effectivement, dans la capacité à écrire des récits, et je dirais même autre chose encore, c'est à ces gens eux-mêmes aussi d'écrire. Hein. Juste pour info, quand l'éditeur La Volte fait au bal des actifs demain le travail et demain la santé, hein, donc, sauf qui peut demain la santé, l'utopie se mêle de dystopie, il se projette dans un futur proche et il raconte des histoires qui sont très très proches des histoires de solidarité et d'écologie qu'on peut vivre avec des associations. Ça veut dire que l'action et le rêve ne sont pas contraires l'un de l'autre. Ils se nourrissent l'un l'autre en permanence. Et c'est très exactement d'ailleurs ce qu'on fait dans Vision solidaire pour demain, la revue du laboratoire des solidarités, lorsqu'on demande à des auteurs de science-fiction comme Licam, comme Philippe Curval ou comme d'autres, de raconter des histoires à partir, on va dire, d'actions qui sont des actions solidaires. Tout ça est très lié. Ce sont des utopies terrestres et anarchistes. Il ne faut pas avoir peur de ce type de mots. On est loin du compte peut-être, mais l'ambition est belle et j'ai envie de la construire et surtout pas seul. Merci beaucoup Ariel, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Là encore, on a ouvert un tas de fenêtres, on aurait voulu s'engouffrer dans chacune et manque de bol, le temps nous contraint. Il a beau être relatif, il nous contraint toujours. Merci à nos coproducteurs JD Carré, Triple C et Le Cube. Merci à tous. Vous retrouvez cette émission évidemment en vidéo sur toutes les plateformes de podcast audio. Et puis comme d'habitude, si vous le voulez bien, aimez, commentez et ensemble, partageons le changement.